Salut Axel. Salut Laurent. Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler du thème de l'argent en psychothérapie. Oui, l'argent, le fric, le flouze, le baise, les pépettes. Oui, c'est un thème dont j'avais envie de parler parce que comme je supervise des élèves et que c'est un thème qui revient parfois, je me suis dit, tiens, et puis c'est un thème un peu tabou parfois dans la vie, en tout cas en France, c'est un thème un peu tabou, combien tu gagnes, combien tu dépenses, dans quel domaine, à qui tu donnes pas, voilà. C'est un thème un peu tabou. Même dans la même entreprise, les gens n'osent pas comparer leur salaire. Des fois qu'il y en a un qui gagne plus ou moins que l'autre au même poste. Ce qui arrive, évidemment, et pas qu'en fonction de l'ancienneté. Donc, c'est un thème un peu tabou. Donc, je voulais aborder ça. Et puis, en psychothérapie, évidemment. Alors, quand même, bon, je cadre. Les accompagnements, que ce soit de psychothérapie ou similaires, hein, parce qu'il n'y a pas que la psychothérapie, hein, ce qu'on appelle la guidance, on reviendra là-dessus, peuvent être dans des cadres de pratique libérale, où le praticien a une liberté, une marge de manœuvre là-dessus, ou peuvent être dans un domaine salarié, hein, dans une institution, et à ce moment-là, le praticien n'a pas la main là-dessus. Ça change la donne. Et là, je ne m'intéresse qu'à l'aspect pratique libérale. Sinon, il y a plein de choses qui n'ont pas, des questions qui n'ont pas de sens. Hein, comme par exemple, combien paye un client? D'ailleurs, ça n'a aucun sens dans un salariat. Voilà. Par contre, en libéral, ça a beaucoup de sens. Alors, donc, ben, on va rendre ça interactif, hein, comme on l'a évoqué. Comme ça, spontanément, quelle première question te viendrait à l'esprit sur ce thème-là, Laurent? Écoute, j'aurais déjà, toi, on pourrait imaginer, je pourrais imaginer qu'un client vienne voir un thérapeute ou un accompagnant au sens général et achète une prestation, tout bêtement. Or, quelque chose me dit que c'est peut-être plus subtil que ça. Et donc, une première question, ça pourrait être finalement à quoi sert l'argent dans le cadre d'un accompagnement? Oui. Alors, c'est déjà une question subtile, ça, hein. C'est déjà une question d'un certain niveau. On va commencer, si tu permets, plus à la base, carrément plus basique, parce que figure-toi que les problèmes de nos collègues, parfois, sont beaucoup plus basiques que la question que tu poses. Je donne un exemple. Un client vient, il y a un entretien, blablabla. À la fin, l'accompagnant demande le prix. Et le client dit, ah, vous faites une feuille de sécu? Ben non. Ah ben je croyais que c'était remboursé. Ah, comment on fait là? Tu vois, ça commence beaucoup plus à la base, les problèmes, hein. Là, il y a Le effectivement problème- un cadrage de suite finalement, pour éviter ce et, genre de malentendu. et oui, le problème, il est déjà basique. L'accompagnant a-t-il averti son futur client du prix? Un, eh ben des fois non. Deuxio, lui a-t-il spécifié à l'entretien téléphonique déjà, ou de manière quelconque en amont, que ce n'était pas remboursé? Oui, non. Alors certains, beaucoup de clients sont au courant de ça, mais il y en a certains qui ne sont pas au courant. Et c'est une façon excellente de lever un quiproquo que de gérer ça en amont. Parce que c'est déjà arrivé, hein, pour moi comme pour des collègues, ce type de quiproquo. Quelque part, c'est anticiper ou prendre en compte le contexte de l'autre qu'on ne connaît pas. Et Euh, absolument, la personne arrive avec son contexte. Bon, moi, je vais voir quelqu'un qui soigne, donc il y a une feuille de sécu. Alors que absolument. ça ne fonctionne pas comme ça. Donc prendre en compte le contexte de l'autre et aider l'autre à prendre en compte notre contexte, des deux côtés. Mais si on ne donne pas le prix, on dit, si on donne le prix, puis le client dit, bah, ah, je ne peux pas, c'est trop cher. S'il dit déjà ça au téléphone, bah, au moins on sait à quoi s'en tenir. Ou on aménage le prix, ou on ne se voit pas.
Donc, c'est beaucoup plus basique, tu vois, ça commence déjà là, les problèmes avec l'argent, et les questionnements avec l'argent, et les solutions avec l'argent. Je vous donne déjà la solution. Traiter ça en amont. Voilà. Ainsi, la personne qui arrive dans l'entretien, au moins ce point-là, il est déjà clair pour la séance. Tout le monde est à l'aise et tout le monde est d'accord. Ce n'est pas implicite, c'est explicite. On sait combien ça coûte et on sait que ce n'est pas remboursé. C'est pas beau ça, déjà comme démarrage, hein? Au moins on sait. Effectivement, ça, non, mais éviter les quiproquos d'entrée de jeu, ça paraît assez important dans la relation. Ben oui, eh oui. Le problème de nos collègues, c'est que, et moi-même pendant des années, c'est que nous vivons dans un monde qui n'est pas le monde de nos passions. Nous vivons avec nos croyances et nos évidences que nos passions n'ont pas. Pour nous, en libéral, c'est une évidence que c'est payé. C'est une évidence que ce n'est pas remboursé. Mais tout ça, ce sont que des évidences personnelles. L'autre est-il au courant? Ben, c'est comme la durée de la séance. Si on n'annonce pas la durée de la séance au démarrage, même si pour nous c'est évident, ben, l'autre n'en sait rien en fait. Voilà. Alors non, l'argent. Donc effectivement, il y a des questions comme ça au départ, voire même la façon de payer, parce que ça arrive que des clients disent je peux vous payer en carte bancaire. Ah ben 99% des accompagnants n'ont pas de lecteur de carte bancaire, hein. Voilà. Donc ça, c'est pas. T'as ça, et puis après, tu as des éléments connexes, je dirais, à l'argent, si on continue sur ce thème-là. C'est par exemple le rythme des séances. C'est-à-dire que finalement, derrière l'argent, il y a aussi un budget mensuel, un budget Exactement, sur dans quoi je m'engage. Euh, exactement. Beaucoup de Et oui, clients pensent qu'en 3-4 séances, ça sera bon. On va voilà. lever la thématique d'une vie en 3-4 séances. Mmh. Et effectivement, entre s'engager sur 6 mois avec une séance par semaine, c'est pas pareil que 3-4 Mmh. séances. C'est C'est pas le ça. même budget. Et donc dans le cerveau, ça fait pas le même impact, hein, et dans le concret de la vie non plus. Mmh. Donc ça commence là, les soucis. Et puis, bon, ceux qui me connaissent savent que je conseille des entretiens préparatoires avant de démarrer un accompagnement. Je maintiens, que c'est une nécessité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les entretiens préparatoires permettent de paramétrer ce genre de choses que tu évoques. Quel va être notre éventuel rythme de collaboration? Le prix va-t-il varier en fonction de la durée des séances? Oui, non, combien? Enfin, plein de paramètres à évoquer au sujet de cet accompagnement qui vont changer la donne sur le plan de l'impact financier pour le client dans sa vie concrète. Voilà. Et toujours dans les choses hyper basiques auxquelles ne pensent pas parfois les collègues, et c'est pourtant essentiel, et c'est loin d'être des questions subtiles sur la base, c'est qui gagne l'argent pour le client qui vient nous voir? C'est lui? C'est son conjoint? C'est les deux? Ils ont un pot commun? Chacun a-t-il son compte? Ben, ça change beaucoup la donne si on n'a pas l'info là-dessus, hein. Ça change énormément. Ben, je parie qu'il y a un collègue sur deux qui ne pense pas à cet aspect. Or, c'est fondamental. Imagine, tu reçois une femme, elle connaît le prix, pas de problème, elle paye. Sauf que le thème n'est pas évoqué, et en fait, c'est le compte de son mari. Elle n'a pas de compte bancaire. Enfin, le compte de son mari, qui est le compte joint en même temps, supposons. Voilà. Urgent de vérifier si le mari est au courant de la démarche et ce qu'il en pense. Urgent! Pourquoi? Est-ce qu'on commence la démarche? OK, très bien. Et si elle a omis ou pas voulu vraiment informer son conjoint et que lui
se dit, non, non, mais cet argent-là, moi, je ne suis pas d'accord pour le dépenser, c'est moi qui le gagne. Qu'est-ce qu'on fait de la thérapie? Oui. Donc, tu vois, on est loin des questions subtiles, on est vraiment sur la racine, la base de ce qui va faire une collaboration de qualité. Dès que quelqu'un n'est pas autonome sur le plan de l'argent, c'est important de le savoir, parce qu'on devra gérer la non-autonomie sur ce plan-là. Être super clair avec la personne et qu'elle soit super claire avec cet aspect-là. Oui, ça peut être déjà, en entrée de jeu, ça peut être déjà un sujet finalement. Complètement. Parce que là, tu Complètement. parles, dans le cas que tu précises, il y a quelque part une forme de dépendance. Complètement. Comment est-ce que cette personne-là se sent dans cette situation-là, le rapport effectivement du conjoint, etc. Mhm. Oui. Alors, non seulement comment elle se sent, parce que comment elle se sent, c'est un vécu intérieur. Mais le vécu intérieur ne suffit pas à gérer le processus. Parce qu'elle peut tout à fait se sentir très bien, à la limite. Mais ça ne résout rien. Parce qu'elle peut se sentir très bien, sauf que si elle n'a pas vérifié très clairement si son conjoint est d'accord à 100% qu'elle dépense ce qu'elle veut en thérapie, elle a beau se sentir bien, la thérapie ne pourra pas démarrer dans de bonnes conditions. Oui, où elle risque au bout d'un moment, et que ça fasse un certain budget, elle risque d'avoir des troubles, en fait, effectivement. Des conflits avec le conjoint, par exemple, Ouais, des conflits. qui dit ben, écoute, c'est un peu trop, là, tu vas trop souvent, ça nous pose un problème. Je voulais bien que tu y ailles une fois tous les mois, mais bon, voilà. Mm. Et oui, tu vois, donc on est vraiment dans ce que j'appelle le socle de ce qui met en place la qualité de l'accompagnement dans le domaine de l'argent. C'est déjà ces deux points-là. Hein. Combien, en fonction de la durée des séances, l'entretien préparatoire, est-ce que c'est le même prix que les autres séances? Est-ce qu'on paye à chaque séance? Est-ce qu'on paye mensuellement? Espèces, chèques, virements? Et niveau de dépendance financière. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est à aborder d'emblée dès les 5 premières minutes, ce n'est pas le but, hein, parce que sinon, il n'y a pas d'accueil. Mais ça doit être vu pendant les entretiens préparatoires. C'est bien pour ça que je parle d'entretien préparatoire au pluriel, parce qu'on a beaucoup de choses à voir avant de démarrer un accompagnement. On a un socle à mettre en place qui parfois se met en place sans qu'on aborde certains points. Coup de bol, parce que la chance existe quand même. Hein. Mais si par hasard, on n'a pas le coup de bol et qu'on n'a pas mis en place le socle, alors là, c'est la cata. Quoi. Voilà. Donc, sur les bases, tu vois autre chose qui te viendrait à l'esprit, juste sur les bases? Tu parlais de la forme du paiement quand on Oui, discutait là juste avant. Euh, oui, et peut-être que c'est déjà subtil, effectivement, que la façon dont on paye, ça change peut-être des choses. Le oui, rythme de paiement, toi, oui, à chaque séance, une fois par mois, c'est pas tout à fait pareil. oui, oui. Oui, oui, c'est déjà subtil, on va voir ça après. Mais là où c'est dans le socle, il y a besoin d'être clair pour l'accompagnant. De quelle manière souhaite-t-il être payé? Parce que chacun de nous est différent et on n'a pas les mêmes pratiques, ce qui est normal, il n'y a rien à dire là-dessus, mais certains veulent être payés en chèque, c'est important pour eux, c'est pratique. D'autres, ils ne veulent pas, c'est en espèces, c'est plus pratique. D'autres, ils ne veulent pas, c'est en virement, c'est plus pratique. Bref, ou d'autres, ils veulent deux moyens sur les trois. Voilà, bref. Donc, c'est intéressant d'être clair soi-même sur ce qui nous convient le mieux. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le cadre. Ça rentre dans le cadre. C'est-à-dire, mon cadre, c'est, par exemple, voilà, moi, mon cadre, si je ne prends pas les chèques, ça, voilà, je prends les virements, les espèces, mais pas les chèques, par exemple. Ou mon cadre, c'est que je ne prends que des chèques. Ou mon cadre, c'est que je ne prends que des virements. Ou mon cadre, c'est que je prends que des espèces. Peu importe, mais être clair sur son cadre. Comme ça, le client, il est au courant. On aborde ça tout de suite. Hein. OK, quand on se verra, vous me réglerez en virement, voici mon RIP. Poum. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est comme ça que moi, ça m'arrange de fonctionner. Donc, être clair sur son cadre.
Donc ça, c'est des bases. Alors peut-être qu'il y a une base qui me reviendra, que j'oublie, mais déjà, là, on est bien, si on a déjà ça en place. Et l'autre question te vient spontanément à l'esprit, pour que ce soit comme ça un petit peu interactif. Une fois qu'on a les bases, on a fait un premier entretien, voilà, peut-être un deuxième. Il y avait un sujet aussi qui, à mon avis, doit être discuté un peu en amont, c'est le sujet des absences. Oui, absolument. Comment ça se gère, Oui. peut-être d'un point de vue thérapeutique, dans l'accompagnement, mais aussi d'un point de vue très concret. Mm, Comment on gère, alors, c'est pas une, on n'est pas en train de disserter sur l'absence, mais par rapport à l'argent, finalement. mm. Au moins nommer des choses ou poser des choses. C'est ça. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui est spécifique aux psychothérapeutes, de mon point de vue, et qui est très positif. Et qu'il n'y a pas dans d'autres métiers, malheureusement, je pense. C'est la responsabilité du client quant à ses absences au rendez-vous. On a rendez-vous chez un médecin, on est absent, on n'y va pas, zéro conséquence. Un rendez-vous chez un maître d'œuvre, on n'y va pas, zéro conséquence. Matériel, je veux dire. Il peut y avoir des conséquences relationnelles. Mais justement, à la place, c'est ça le problème. On a rendez-vous chez un avocat, on oublie le rendez-vous, on n'y va pas, zéro conséquence financière. Je précise financière parce que quand on rate un rendez-vous, même avec un ami, qu'on n'y va pas, on dit ah moi j'ai oublié, il n'y a pas de conséquences financières, mais il y a toujours des conséquences relationnelles. Parce que ça a toujours un impact sur l'autre quand on fait faux bond à un rendez-vous qu'on a prévu. Toujours. Un peu, moyennement, beaucoup. Ça crée ce qu'on appelle en analyse transactionnelle des timbres. Et notamment des timbres, ce sont des émotions bloquées, plus ou moins conscientes, et des timbres autour de la dynamique de la rancœur, voilà, de l'agressivité, de la colère, du mécontentement intérieur. Parfois autre chose, ça dépend des gens. Peut-être de la tristesse. Voilà. Euh, pour certains, pourquoi pas de la peur. Il m'en veut de quelque chose pour ça qu'il n'est pas venu. Inquiétude. Voilà. Mais ça crée ce qu'on appelle des timbres. C'est des émotions qui sont là, dont la personne ne sait pas quoi faire. Bon. Donc effectivement, c'est un thème très important à aborder avant de démarrer les processus d'engagement, quand c'est possible, de que fait-on si vous oubliez le rendez-vous, si vous êtes absent à notre rencontre, quel délai y a-t-il pour prévenir d'une absence ou d'une modification dans le planning? Et c'est intéressant de parler de ça à un moment donné, le plus tôt est le mieux, hein. Il n'y a rien de rigide dans ce que je dis, hein. C'est-à-dire que c'est le mieux, c'est d'en parler pendant les entretiens préparatoires et surtout lors du dernier entretien préparatoire qui est, lui, structuré et construit pour ce que j'appelle la stratégie. Parce que moi, j'ai 3 entretiens préparatoires, dont un qui est dédié à la stratégie. Et c'est à ce moment-là qu'on peut aborder ce genre de choses. Mais si jamais on oublie, c'est toujours rattrapable. On peut dire: «Tiens, au fait, on n'a pas abordé ce thème-là». L'absence, il y a toujours des prétextes, hein, des occasions de le faire. Lors d'une première absence, par exemple. Tiens, au fait, oui, vous n'étiez pas là, on n'a pas abordé ce thème-là, mais voilà comment je fonctionne. Donc, j'ai oublié de vous le dire. Donc voilà comment je fonctionne. Les séances seront dues, si vous êtes absent, je ne suis pas prévenu, 48 heures, 3 jours, une semaine à l'avance, voilà, peu importe. Alors après, chacun décide de son rythme. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Chacun est libre, chacun sa sensibilité, chacun ses habitudes. Mais par contre, effectivement, c'est intéressant de le nommer. Comme ça, la personne est au courant de quelle est ma stratégie. J'insiste, à mon avis, il n'y a pas une stratégie qui est la meilleure. Chacun a sa propre sensibilité. Certains vont faire payer l'intégralité de la séance, d'autres moitié, d'autres c'est 48 heures avant, d'autres c'est 3 jours, d'autres c'est une semaine. Enfin, il y a plein de. Mais peu importe en fait. En fait, peu importe. Du moment que c'est parlé, c'est nommé, qu'on voilà, qu'on a pu
mettre ça sur la table. Voilà. Donc, effectivement, c'est important aussi, ça. Ça fait partie des bases. Tu as une remarque là-dessus? Finalement, ça scelle une sorte d'accord entre les deux parties, quelque part. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein, et donc, ça fait partie des bases. Donc, alors, autre question qui te vient à l'esprit, ou tu me laisses improviser, peu importe. Bah, écoute, je te laisse improviser là. J'aurais d'autres Ok, questions, mais vas-y. d'accord. D'accord. Donc, je vais comme ça songer aux questions qui sont posées souvent. Il y a une question il y a un thème qui n'est pas très clair chez les accompagnants, c'est quel prix demander aux clients. Alors, euh, hum, dans mon esprit, la réponse est claire, hein, bien sûr, mais les critères de la réponse sont complexes. Donc, je pense que je n'aurai pas le temps de tout développer ici, parce que ça fait l'objet d'un séminaire éventuellement. Mais ce que je peux dire, c'est la chose suivante. C'est que pour déterminer un prix de séance, ça suppose de faire attention à plusieurs paramètres. Lesquels? Je vais les citer, hein, et puis très brièvement les commenter, mais ça fait l'objet vraiment d'un travail. Un des premiers critères, c'est le contexte socioculturel dans lequel on vit. On ne peut pas demander le même prix, probablement, dans le 16e arrondissement ou dans une banlieue défavorisée, en fonction des clients qui viennent et de l'endroit où on vit. Et on ne va pas demander les mêmes prix sur Paris ou sur un petit patelin pour mettre dans le centre de la France. Donc le contexte, et donc c'est important que l'accompagnant soit lucide sur le contexte dans lequel il exerce. On ne demande pas le même prix à Versailles, sûrement, et à Trifouiller les Oies, probablement. Le deuxième critère, c'est le niveau de formation de l'accompagnant. C'est clair qu'un débutant, quelque part, c'est logique qu'il demande un prix moins élevé que quelqu'un qui travaille depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Banal. C'est le même principe que dans quasiment toutes les professions, y compris salariés, hein, où les salaires évoluent en fonction de l'expérience du praticien, quel que soit le praticien, quel que soit le domaine. Donc c'est une banalité. Mais c'est important d'en tenir compte. Voilà. Donc le contexte, le troisième critère, très important, celui-là il est plus spécifique aux psychothérapeutes, je dirais, c'est parfois le niveau de vie de nos clients. Et le niveau de vie, puisque parfois, évidemment, si quelqu'un gagne 10 000 euros par mois, et là on rejoint le sens du paiement, une séance à 50 euros n'aura pas le même sens dans son mental que pour un ouvrier qui gagne 1 200 euros par mois. C'est une évidence. Quelqu'un qui nierait ça sera à côté de la plaque. Hein. Ça ne peut pas avoir le même sens, c'est pas possible. C'est pas la même énergie, ça ne représente pas la même énergie, puisque l'argent, c'est de l'énergie, sous forme matérielle. Officiellement, ça représente un temps de travail. Et bien, c'est évident que ça ne peut pas représenter la même chose en termes d'énergie pour quelqu'un qui gagne 1 200 ou quelqu'un qui gagne 12 000 par mois. C'est pas impossible, ça n'a pas le même sens. C'est se mentir que croire ça. Voilà. Et puis, donc ça, c'est un autre aspect. Puis l'autre aspect qui va permettre de déterminer le prix, c'est la position politique de l'accompagnant. On n'en parle jamais, mais c'est une réalité. Quelle est ma position politique? Au sens large du terme, au sens noble du terme. C'est-à-dire, quelle est la place que je veux que ma pratique occupe dans la cité politique? Est-ce que je veux être un accompagnant de luxe? J'ai le droit, il n'y a pas de critique pour moi de ça, hein, voilà. Mais voilà, comme j'aime les voitures de luxe, j'ai le droit, hein. Pourquoi pas, hein, il en faut. Ou bien est-ce que ma politique, c'est d'être la mère Teresa dans ce domaine-là et faire payer un prix symbolique? Je mets les deux extrêmes exprès. Et ça, le deuxième point étant d'autant plus facile à mettre en œuvre si je suis une femme, par exemple, j'ai un mari qui gagne 10 000 euros par mois. Là, je peux me permettre d'être mère Teresa.
Par contre, si je suis une femme seule qui élève ses 3 enfants, je ne peux pas me permettre, hein. Donc là, il faut que j'aide ma vie. Et là, ça rejoint un autre critère, en plus du politique, qui est le besoin du thérapeute, du psychothérapeute. On n'a pas tous les mêmes besoins. Et ça, on l'oublie aussi fondamentalement au niveau du prix, de la fixation du prix. Je ne peux pas fixer le même prix si ma vie familiale dépend de ça, ou si c'est un bonus, un plaisir que je m'octroie parce que mon conjoint, homme ou femme, hein, gagne très bien notre vie et que je n'ai pas besoin de ça, c'est un luxe de plus pour moi. Je veux dire, là, c'est un critère de plus. Hein, l'impact, la pression n'est pas la même dans les deux cas. Voilà. Donc, ça fait déjà pas mal de critères, hein. Et le dernier critère que j'ajoute, qui est un critère qu'enseignent beaucoup, moi je trouve, les psychanalystes, que m'ont enseigné les psychanalystes, que je remercie, parce que j'étais psychanalyste pendant une quinzaine d'années, eh bien, c'est que l'argent va avoir en plus un sens, pas juste un impact énergétique, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, en fonction, si on gagne 12 000 ou 1 000 euros, mais ça va avoir un sens pour la personne en fonction des moments de la thérapie d'ailleurs. C'est pour ça que parfois, quoi qu'en disent les médisants, eh bien, ça n'a pas le même sens de payer en espèces que de faire un chèque ou un virement ou une carte bancaire. Ça ne peut pas avoir le même sens symbolique. Et les variations financières dans le cadre de la thérapie peuvent parfois avoir un impact efficace et utile. Il peut être utile parfois, dans le cadre d'une thérapie, de volontairement ne pas faire payer une séance, parce que stratégiquement, c'est utile et efficace. Ou volontairement demander plus cher pour une séance, spécifiquement, parce que c'est exceptionnellement, ça a du sens. Pour les deux, hein. Voilà. Ou volontairement faire payer la moitié de prix à cette séance-là, pour une raison spécifique. Donc, quand on croise tous ces facteurs, c'est enfin un bon petit paquet. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent? Bah, en fait, effectivement, ça fait une vraie étude, je dirais, en préambule, avant la première séance, effectivement, avant de se dire, mais finalement, quel tarif je fais? Quel Eh tarif oui, je fais? eh oui. Et peut-être qu'il y a cette question qui est, est-ce que c'est un tarif fixe par rapport à moi? Ou est-ce que effectivement j'ai un tarif qui pourrait… parce qu'avec tous ces critères-là, où le client finalement intervient beaucoup, euh, comment fixer un tarif? Ben voilà. Et c'est pour ça que la réponse ne peut pas être une réponse simpliste, de mon point de vue, hein. Bien qu'elle le soit souvent. Pourquoi? Parce que en général, nous n'avons pas le temps d'étudier tous ces critères. On démarre une pratique, allez, poum, on met un prix un peu au pif, au feeling comme ça, et ça s'arrête là, hein. Voilà. Mais moi, comme je suis formateur, évidemment, Il je y a n'ai pas souvent pu. ouais, il y a souvent un Oui, prix de marché aussi, toi, voilà, c'est ça. entre Et puis guillemets, ça quoi. s'arrête là, quoi. Ouais. Et moi, comme je suis formateur, je n'ai pas pu m'empêcher d'analyser le pourquoi et du comment. Mais effectivement, il y a un prix de marché, puis on fixe au pif. Tiens, tu prends combien, toi? Bon, voilà, hein. Mais à mon avis, mais c'est personnel, hein, je crois que plus une chose a du sens à l'intérieur de nous, et plus elle est puissante. Plus elle est, comment on va dire, solidement argumentée à l'intérieur de soi-même, plus elle est puissante. Plus elle est un petit peu au bonheur de la chance, petit bonheur de la chance, moins elle est efficace, moins puissante comme réponse. Voilà. Parce que si, imagine, le client, tu mets un prix du marché, machin, et le client dit, mais pourquoi vous me demandez ce prix-là? Imagine, le client, il demande ça. Et si le thérapeute ne sait pas répondre de façon claire, qu'est-ce que ça donne comme ambiance? Ouais, ça Et donne un bon, cadre un peu flottant, quoi. Enfin, d'un seul coup, bah oui, l'encadrement demande, est flottant. voilà, vous me demandez 60, mais pourquoi 60? Il y en a d'autres qui demandent 50, 70, pourquoi 60? Hmm. Alors, nous avons la chance, malheureusement pour les clients, que les clients posent rarement des questions là-dessus, quand même, globalement rarement.
aussi bien à nous qu'à n'importe quel autre praticien de la planète. Parce que les clients sont paramétrés pour avoir des postures infantiles quand ils sont avec des spécialistes. Malheureusement, c'est ce dont on doit les aider à sortir d'ailleurs. Mais souvent, dès qu'on va voir un spécialiste, il y a une position infantile, enfantine, qui se met en place. En termes IFS, on dirait il y a des parties enfantines, exilées, avec de la peur, de la crainte, de la soumission, du respect, tout ce qu'on veut, qui se mettent systématiquement en place face aux soi-disant spécialistes qui est en face de nous. Et du coup, ça barre la possibilité à ouvrir la porte à des questions, surtout si elles sont un peu encombrantes. C'est une chance pour les spécialistes. Entre guillemets, je mets chance, hein, entre guillemets. Hein. Voilà. Mais pour nous qui sommes psychothérapeutes, ce n'est pas une chance, c'est un symptôme qui sera nettoyé, évidemment. Puisque le client doit accéder à la possibilité de nous poser toutes les questions sans aucune exception. C'est la spécificité de notre métier. Voilà. Voilà, donc ça, voilà tous les critères qu'il y a pour fixer le prix. Alors, une fois que le prix est fixé, tout ça est clair, on démarre effectivement la thérapie. Quelles sont les questions, tu crois, ou les problèmes qui peuvent se poser, tu dirais, toi, au détour de cette thématique dans la relation avec le client? Je crois que l'argent il a vécu pas mal de peurs. Je pense qu'il peut y avoir pas mal de liens justement entre la thérapie et l'argent, par exemple sur l'estime de soi, sur la valorisation, tant côté thérapeute que côté client. Est-ce que je vaux, est-ce que mon accompagnement vaut ce prix-là? Est-ce que son accompagnement vaut ce prix-là? Est-ce que moi, je vais dépenser autant d'argent pour moi? Enfin, effectivement, comme tu viens de le dire, là, ça vient heurter probablement un certain nombre de sujets qui peuvent être assez tabous, avec des grandes peurs intérieures, et pas forcément explicites peut-être. Donc, une des questions, ce serait comment prévenir ça, ou comment gérer tout ça, quoi, peut-être. Alors, merci d'abord, Laurent, parce que j'avais oublié ce critère-là qui est dans la liste que j'ai fait, c'est la valorisation. Quelle est la valeur que le psychothérapeute se donne et sur quoi il base la valeur qu'il se donne. Pour chacun de nous, c'est plus ou moins différent. Mais par exemple, les diplômes, c'est normal que quelqu'un qui est très diplômé, a priori, demande plus que quelqu'un qui n'a passé aucun diplôme. Voilà. Quelqu'un qui est en formation IFS, c'est logique qu'il demande moins que quelqu'un qui est formé, très formé. Quelqu'un qui est formé, qui est certifié dans un domaine, c'est logique, quelque part, qu'il demande plus que quelqu'un. Ouais, bref. Et puis quelqu'un qui a travaillé sur lui. Enfin bref, selon la valeur qu'on s'accorde, on va se donner plus ou moins. Et alors, c'est très rigolo parce que les diplômes n'y font rien. Quelqu'un peut se dévaloriser alors qu'il est très diplômé, évidemment, et quelqu'un peut se survaloriser alors qu'il n'a aucun diplôme, voire parfois aucune compétence. On peut voir quelqu'un qui se survalorise alors qu'il est débutant et très peu compétent. Donc tout ça est très intéressant et ça touche le domaine de la valeur, effectivement. Quelle valeur j'ai? Du coup, quelle valeur je donne à mon action? Voilà. Et en miroir, le client, bien sûr, quelle valeur se donne-t-il? S'accorde-t-il? Quel luxe s'offre-t-il? Est-il prêt à payer pour son soin psychique? Ça, c'est une grande question aussi à l'heure actuelle, parce que beaucoup de gens vont être prêts à payer un iPhone 1300 €, 1200 €, mais alors payer 50 € une séance de psychothérapie, ou aïe, quoi. Bon, donc 1200 €, ça fait combien de séances de psychothérapie? Ça fait 20 séances de psychothérapie, au moins 22 séances de psychothérapie. Donc, quelqu'un va être prêt à payer 1200 € un iPhone, bien matériel, et pas être prêt parfois à se payer de l'aide, du soutien, de la restructuration psychique. Ça va loin. Quand moi, j'entends des gens qui disent qu'à 50 € ou 60 € ou 100 € c'est cher une séance et qui sont prêts à se payer un iPhone à 1200 €,
ça fait réfléchir. Et encore, je dis un iPhone, mais ça peut être autre chose, hein, évidemment, hein, voilà. Donc, oui, ça touche le domaine de la valeur, effectivement. Ça touche donc c'est pour ça que l'argent, c'est un symbole de beaucoup de choses. C'est puissant, c'est quelque chose de très consistant, l'argent. Donc, alors, très souvent, on passe à côté parce qu'il y a plein d'autres choses. Ah, ma mère m'a fait du mal, oh, j'ai souffert quand j'étais enfant. On parle plein d'autres choses. Mais du coup, l'argent, bon, à la fin de la séance, il y a le paiement, point barre, ça s'arrête là. Euh, mais, je crois que c'est quelque chose, comment dire, euh, sur quoi on devrait parfois s'arrêter pour en tenir compte un peu plus, même en termes de symboles. Et je pense que pour moi, c'est un outil de la relation qui n'est pas suffisamment utilisé, y compris par moi. Je pense que être pris par le contenu des échanges, nous oublions d'utiliser l'un des outils fondamentaux qui est tout le temps là à chaque fois, la transaction énergétique via le support financier. Voilà. Les psychanalystes oublient beaucoup moins ça que nous. Voilà. Et ils ont été critiqués par rapport à ça de diverses manières, mais je pense que derrière ça, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc voilà un deuxième élément que je complète. Ça t'inspire quelque chose? Ce qui me venait, c'est je crois que les gens, on est dans une société de consommation, donc d'achat, et je crois qu'une des grandes peurs, ou de valorisation, c'est, toi, si j'arrive avec une phobie, enfin, quelque chose d'assez cernable, et si on me dit, bah, ça coûte 1 200 € et j'ai plus cette phobie, c'est pas pareil que, bah, on va faire un certain nombre de séances, mais on ne sait pas combien, on ne sait pas combien de temps ça va durer, et on part à l'aventure, et ça peut Mmh. durer 10 séances, comme ça peut durer 3 ans, et peut-être qu'on ne va pas y arriver, peut-être Mmh. qu'il ne va pas y avoir de résultat, ou peut-être que ce n'est pas le bon résultat par rapport au point de départ, ou ce n'est pas le même, et je paye pour ça. Toi, je Mmh. pense qu'il y a quelque chose autour de ça. Mmh. Je pense que les gens sont tout à fait capables d'acheter des choses, de budgétiser des choses, mais là, dans le contexte de la thérapie, on part dans une forme d'aventure à deux, Mmh. Mmh. et ça, je crois qu'il y a des peurs autour de ça. Et je serais curieux Oui. de t'entendre sur cette thématique. Je n'ai pas vraiment de questions à la formuler, mais Mmh, juste mmh, mmh. d'avoir ton retour. Alors, d'abord, je valide ce que tu dis sur plusieurs points, hein. C'est vrai que, alors il y a plusieurs choses. Tu sais qu'on est officiellement plus ou moins dans le domaine du soin. Or, dans le domaine du soin, en France en tout cas, pas dans d'autres pays, mais en France, les gens sont paramétrés mentalement pour que ça ne leur coûte rien ou le moins possible. On va chez le médecin, on paye 25 €, on est remboursé 20 €, 23 €, 24 €, parfois 25 € avec la mutuelle. Donc, ça ne me coûte rien. Je vais voir un spécialiste, si j'ai une mutuelle, pareil. Je vais chez le dentiste, pareil, sauf si je vais faire un implant, machin, du coup j'hésite, mais en tout cas, la moitié sera remboursée ou le tiers. Ouais. Nous vivons dans une société où beaucoup d'entre nous, surtout dans le domaine du soin, je sais pas, on va à l'hôpital, je sais pas, payant, etc. Bref. Ah, parfois, il y a des dépassements d'honoraires. Alors là, c'est au scandale, évidemment. Mais il y a une habitude à être pris en charge quelque part, sans rien payer vraiment. Donc là, venir voir un accompagnant qui te dit, bah, vous ne serez pas remboursé, ah bah, c'est une autre paire de manches, là. Là, ça veut dire que je vais me responsabiliser énergétiquement, hein, pour mon soin. Alors qu'autrement, quelque part, je transfère de l'énergie, mais elle m'est revenue, hein, elle m'est remboursée. Donc, c'est un prêté pour un vomi, comme dirait Coluche. Voilà. C'est pas pareil. Donc, ça, c'est le premier point, effectivement. Ça touche du doigt. Suis-je prêt à donner une telle valeur à ma santé psychique que je ne serai pas remboursé, contrairement aux autres soins? Alors, ça, bon. Euh, donc, ça, c'est un point. Et puis, il y a l'autre aspect qui est différent,
c'est que ça rejoint presque, c'est presque opposé. C'est je viens en séance de psychothérapie, je donne de l'argent. Alors en plus, si je ne suis pas remboursé, donc ça pourrait, à contrario, hein, donner une posture de pouvoir au contraire, hein. C'est vraiment polarisé, hein, où je paye, donc je décide. Je viens comme je viens acheter ma baguette de pain, quoi. Là, c'est l'autre aspect. Parce qu'il y a plein d'univers où on n'est pas remboursé, hein. J'achète un pain à la boulangerie, je ne suis pas remboursé. Bah. Mais du coup, je suis en posture de pouvoir. Je viens, je veux un pain, je paye, j'ai mon pain, je m'en vais. Je peux dire bonjour, pas bonjour, je paye, j'ai mon pain. Voilà. Ça ne fait pas partie du système que d'entretenir la relation. C'est pas obligé. Hein, je vais acheter des fringues dans un magasin, si j'ai pas envie de parler à la caissière ou à ceux qui me donnent des conseils, si je n'ai pas envie de le regarder, bon, je regarde un truc qui me plaît, je paye, je m'en vais. Oui, c'est un petit peu la thématique du client est roi, finalement. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est l'opposé, c'est l'inverse, je veux dire, il y a quelque part, hein. Première thématique, c'est le client infantilisé, qui est remboursé comme un gamin, pris en charge. Voilà. Deuxième, c'est le client qui est roi. Et là, c'est intéressant que les clients comprennent que le travail se fait à deux et que ce n'est pas parce qu'ils me payent qu'ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Moi, je peux refuser de payer. Et c'est ça la puissance d'un psychothérapeute. Euh, c'est en ça qu'on est beaucoup plus puissant que beaucoup de soignants. C'est que nous pouvons dire, lors d'entretiens préparatoires, à un moment donné, finalement, non, on ne va pas pouvoir travailler ensemble. Bien que vous me payiez, sans être remboursé, vous n'avez pas le pouvoir de me contraindre à travailler avec vous. Alors que quelqu'un qui rentre dans un magasin, acheter des fringues, il voit une veste qui lui plaît, il la prend, il va à la caisse. Imagine un caissière qui dit non, j'ai pas envie de vous la vendre. Bah, le mec, il porte plainte, hein. Et à mon avis, il gagne, hein. C'est impossible dans tous les autres domaines, à mon avis, que la personne quasiment dise non, finalement non, je ne veux pas travailler avec vous. Il y a ça dans mon magasin, mais non, je ne veux pas vous le vendre. Faire ça chez une boulangère qui dirait non, vous, je ne vous vends pas mon pain. Ah bah alors là, voilà. Et nous, on peut dire non, non, ben, on sent pas, on ne peut pas travailler ensemble. Je ne le sens pas. Après, il y a la formule, hein. Là, pour l'instant, je simplifie, je caricature, mais c'est ça, on a le droit en tout cas de ne pas vouloir travailler avec quelqu'un, même s'il nous paye sans être remboursé. Est-ce que c'est quelque chose que tu nommerais, toi, Bien, bien sûr, sans faire peur, enfin, toi, ah sans ben, bien sûr, ça pression? fait partie, mais bien sûr, ça fait partie des entretiens préparatoires. Pour moi, c'est indispensable dans les entretiens préparatoires de nommer ça. C'est-à-dire, on est deux. À quoi servent les entretiens préparatoires? Ben là, on quitte le domaine de l'argent, donc c'est une parenthèse brève. Ils servent, moi je dis ça aux clients, ils servent à vous pour m'évaluer. Est-ce que vous aurez envie de travailler avec moi? C'est pas gagné. C'est pas parce qu'on vous a dit que machin était bien, c'est pas parce que j'ai un joli nom, un joli prénom, c'est pas parce que je suis sur le site de machin bidule. Non, non, peut-être que vous n'aurez pas envie de travailler avec moi, vous avez le droit, non? Donc laissons cet espace-là pour vérifier si vous avez envie. Sinon, pour moi, il y a une captation de clientèle qui est proche de la manipulation, hein, de dire oui tout de suite. Non, non, je dis OK, et vous allez m'évaluer. Ouais, vous allez voir comment je travaille, quelques séances. Puis si ça vous plaît, c'est bon. Si ça vous plaît pas, vous arrêtez. Et moi aussi, je vais évaluer mes compétences à travailler avec vous et mes envies de travailler avec vous, mes limites. Et il est possible que je puisse pas travailler avec vous. On ne sait pas, on va voir. Est-ce qu'on va pouvoir collaborer?
ça je le dis clairement, je dis, les entretiens préparatoires ne sont pas faits pour régler un problème quelconque, ils sont faits pour vérifier notre capacité réciproque de collaboration. Absolument. Donc, fin de ma parenthèse, c'est pas sur l'argent, mais c'est pour répondre à ta question, hein. Ouais. Alors en fait, il me viendrait une question là donc pour revenir à l'argent, sur finalement qu'est-ce que rémunère l'argent? Ça, je Eh trouve oui, qu'est-ce que ça ah oui, j'adore ta question. qu'est-ce que ça rémunère en fait? Ah oui, qu'est-ce que ça paye? Ah oui, alors ça, c'est vraiment peut-être qu'on va pas faire trop long aujourd'hui, on prendra le thème, mais j'aimerais bien peut-être terminer sur cette question, hein. Que rémunère l'argent? Alors, quand on va chez une boulangère, ce que ça rémunère l'argent, on se dit: «Ça rémunère le pain». Mais c'est pas vrai. Déjà c'est faux, hein. J'ai payé un pain, mais c'est pas vrai. J'ai pas payé le pain. J'ai payé le temps de travail pour produire ce pain. J'ai payé le temps de travail, l'énergie globale qui a permis à ce pain d'arriver dans mon sac. C'est ça que j'ai payé en fait. J'ai payé l'intégralité de l'énergie globale qui permet à ce pain d'arriver dans mon sac. C'est-à-dire le fait que la boulangère ait accepté d'ouvrir son magasin, qu'elle soit présente pour me servir, le mec qui a fait le pain, celui qui a fabriqué la farine, celui qui l'a transporté. C'est ça que je paye en fait. Je ne paye pas un pain. Non, non, non. Donc, petite parenthèse qui est nécessaire, parce que à mon avis, c'est bien correctif. Et ensuite, là, quand la personne vient de payer, qu'est-ce qu'elle paye? De mon point de vue, hein, ça va discuter peut-être, mais mon point de vue, c'est qu'elle paye mon temps d'attention authentique. Elle paye mon temps d'attention authentique. Voilà. Mon temps, je dis bien mon temps, mon timing d'attention authentique. C'est-à-dire que si je suis avec elle une demi-heure, je lui donne un temps de ma vie qui n'est pas le même que si je lui donne une heure. C'est ma vie où je pourrais faire autre chose que je donne. C'est mon temps de vie, de vitalité. Donc, je donne d'abord mon temps de vie, et un temps de vie est limité, hein. C'est précieux un temps de vie. Donc, je donne un temps de vie. Et non seulement je donne un temps de vie, mais je donne un temps de vie avec une attention. Parce que si je donne un temps de vie et que je roupille pendant ce temps, en fait, je ne donne pas de temps de vie d'ailleurs. Et je roupille, ou je joue à la belote sur mon ordinateur pendant qu'elle est là. En fait, je ne donne pas de temps de vie d'ailleurs, parce que je ne donne pas d'attention. Bon, donc avec une attention authentique. C'est-à-dire que vraiment, je suis là avec une intention euh, d'être là pour l'autre. Et pour moi, c'est ça que je donne. Et bien sûr, derrière ça, je donne une histoire personnelle. Je partage une histoire personnelle et notamment une histoire de formation. Ce que la personne paye avec son argent, c'est ce qui a fait que je suis arrivé là devant elle. Comme pour le pain. Elle paye ce qui a fait que je suis arrivé là devant elle, pour elle. Donc mes formations, mon travail sur moi, le temps de vie que je lui offre, elle paye tout ça en fait. Voilà ce que paye, ce que donne l'argent, ce que représente, que doit représenter l'argent que la personne me donne. Comment tu réagis à ça? Ce que je réagirais, c'est, moi ça me va très bien parce que ça met du sens justement, et de la valeur, donc ça répond quand même à des questions et ça donne des arguments. Est-ce qu'il n'y a pas, quand tu parlais de psychanalyse, est-ce qu'il n'y a pas aussi, l'autre versant qui est le côté client, la notion de transaction, la notion de toi, il y a quelque chose autour de ça, j'ai l'impression. Bah, c'est une transaction, hein. Je te donne une partie de mon histoire à travers ma présence. Et en échange, alors ce qui est intéressant, en échange, je propose que tu me donnes. Alors, l'argent n'est qu'une partie de ce que l'autre donne, hein, pour moi, hein, en face. Mais je propose que tu compenses ce que je te donne, parce que c'est un échange. J'envoie de l'énergie vers toi avec ça, et tu me renvoies de l'énergie
à travers ce symbole qu'est l'argent, avec une somme qui me semble avoir du sens. Donc, en fait, tu me permets de récupérer une partie de l'énergie que je renvoie vers toi, parce que ma croyance, c'est que c'est circulaire l'énergie. C'est circulaire, tu vois, comme entre nous. Tu vois, je donne une certaine forme d'énergie avec ce qui me passionne et le contenu de ce que je partage. Tu me donnes une partie de ton énergie avec ton attention, l'aspect technique que tu mets en place, la gentillesse avec laquelle tu le fais. Donc, c'est circulaire. Et moi, ça me redonne de l'énergie pour avoir envie de continuer à en donner. Tu récupères quelque chose, ça te donne de l'énergie pour avoir envie de. C'est circulaire. Quand c'est plus circulaire, ah, c'est là qu'il y a un bug, il y a quelque chose qui est à voir. Donc la personne me donne cet argent, qui est un symbole de son énergie, qui est de son temps de travail à elle, en fait. Parce que son argent, c'est quoi? En principe, c'est officiellement l'énergie de son temps de travail. Donc une partie de sa vie qu'elle a donnée elle-même à quelqu'un d'autre, qu'elle a récupéré sous forme financière et qu'elle me retransfère. Donc elle me retransfère une partie de vitalité à travers ce symbole. Voilà. Mais ce n'est pas suffisant, parce que si elle ne faisait que me donner de l'argent, mais qu'en revanche, il y avait pas, elle ne me donnait pas autre chose qui était une énergie de présence aussi, hein. Imaginons quelqu'un qui viendrait, un robot, tiens, imagine, quelqu'un dit: «Tiens, on va faire une expérience avec vous, psychothérapeute. Je vous envoie mon robot et mon robot va vous donner 50 € et puis, il sera là devant vous pendant 1 heure ou une demi heure. Et je suis là, je donne ma présence au robot qui me donne 50 €. Mais il fait non, non. Je ne suis pas sûr que je me sentirais dans une énergie circulaire. Je ne suis pas sûr. Peut-être que s'il me payait 1 000 € la demi-heure, ça irait, ça compenserait, parce qu'avec ça, je ferais plein de trucs, c'est possible. Mais c'est pas sûr. Donc il n'y a pas que l'argent dans l'énergie qui est transmise, mais il y a l'argent, entre autres, qui est là pour effectivement me redonner cette énergie que j'ai moi aussi donnée. Et dans les deux sens, ça marche. Voilà. Ce que tu disais là en préambule là, de cet échange, c'est qu'effectivement, entre une personne qui vient, qui gagne 10 000 € ou 12 000 € par mois et une autre qui gagne 1 200, le prix n'est pas du tout enfin, en tout cas, la symbolique ou le prix n'est pas du tout la même chose. Et oui, Là, quand on parle de rémunération, effectivement, ça rémunère un temps personnel, le fait d'arriver devant et ce temps que je prends de ma vie, j'entends bien. Mais comment concilier aussi cette valeur du client par rapport à sa thérapie? C'est quelque chose qui m'interpelle. alors peut-être tu pourrais reformuler la question différente pour voir différemment reformule-la, que tu dis comment Comment concilier? inclure là, c'est comme si cette rémunération, c'était qu'un pan de la Oui, relation, oui, le côté thérapeute, où là, on pourrait partir sur un prix fixe finalement, puisque ma rémunération sur un temps, mon temps vaut le même que je sois devant A, B ou C, a priori. Or, je sais que toi, tu fais un prix qui est variable en fonction oui, de la relation, justement, en fonction de la personne, du client, en fonction du niveau de vie des clients aussi, en beaucoup, fonction du niveau de vie des principalement. clients. Et donc, qu'est-ce que ça rémunère, ça, ou qu'est-ce que ça paye toi, Alors, l'histoire du niveau de vie, pour moi, ça pondère ça. C'est-à-dire que ça, parce que 50 €, c'est un prix, mais ce n'est pas une valeur. Que 50 € dans la poche d'un smicard et dans la poche de quelqu'un qui gagne 12 000 ou 20 000 € par mois, c'est le même prix. Avec ça, on achète le même pain, mais ça n'a pas la même valeur. C'est aussi simple que ça. Donc, je différencie prix et valeur, déjà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur. Ce n'est pas le prix de la séance, c'est la valeur de la séance. Le prix n'est qu'un élément de la valeur. Voilà. et donc, la valeur de la séance, elle est, j'ai l'impression à t'écouter, un mix entre la valeur du thérapeute, avec tout ce que tu as Ah, partagé, absolument. et puis après, il y a encore autre chose, j'ai l'impression. La valeur du thérapeute et la valeur que se donne le client, qui ne se donne pas et qu'il a réellement, à plein de niveaux.
Mmh. à plein de niveaux, à plein de niveaux, hein, c'est, par rapport à ce que tu disais, avant notre enregistrement, ça m'est arrivé de demander un prix sur mon échelle de prix à quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent et qui effectivement, manifestement n'a pas continué. Parce que beaucoup de gens confondent prix et valeur. C'est-à-dire que si la personne paye 300 € sa séance, elle voit le prix 300, mais elle tilte pas que pour elle, ça a la même valeur que 50 € pour un smicard, elle tilte pas. Et elle tilte pas que pour moi, ce qui compte, c'est la valeur de son implication, la valeur de l'implication du client. Quel va être l'indice de la valeur de l'implication d'un client? Il y a plusieurs indices, hein. Effectivement, il y a la valeur qu'a son billet dans son portefeuille, qui n'est pas la même pour chacun, je répète, mais il y a aussi son déplacement dans l'espace. C'est sûr que c'est quelqu'un qui fait 500 km pour venir, ça a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui fait 300 mètres en termes d'énergie. Si quelqu'un vient alors que tout son environnement est contre le fait qu'il vienne, mais il veut absolument venir, ça a plus de valeur que potentiellement énergétique, que quelqu'un qui vient parce que ça fait partie de son cadre de référence, c'est banal, c'est normal, etc., etc. Donc, ce qui compte pour moi, c'est la valeur de l'implication. C'est un mix de tout ça. Alors, on ne peut pas tout voir, hein, parce que c'est très complexe. Comme mon travail, là, on discute sur un plan un peu, on déconstruit la chose. Du coup, c'est complexe. Et ça qui est passionnant, c'est de déconstruire les éléments pour que ceux qui écoutent se rendent compte de la complexité de la chose qui n'est pas vue. C'est comme on regarde le ciel qui est bleu. On dit, bah, il est bleu, c'est simple. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est beaucoup plus complexe. C'est une question de longueur d'onde. Qu'est-ce que c'est que les longueurs d'onde? Pourquoi c'est le bleu? Et pourquoi ça change de couleur à certains moments? Si on regarde de plus près, il n'y a que pour les poètes que les choses sont simples. Ça, c'est sympa. Mais dès qu'on rentre dans les éléments de déconstruction scientifique, c'est complexe. Peut-être pour terminer là cet entretien, ce qui me venait, c'est, est-ce que finalement, il n'y a pas tout un chemin du thérapeute par rapport à ce sujet de l'argent? Quelque chose qui Oh oui, est pas oh oui, affigé? oh oui, Oui, parce que peut-être que 3, 5, 10 ans après, ce oui, thème oui, de l'argent, il peut être continuer à bouger. Et c'est un oui, thème assez enrichissant, c'est un jeu de mots. oh oui. Euh, Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? J'aime bien ton idée de conclusion parce qu'effectivement, donc, je disais, je répétais que ça fait 35 ans que je suis en libéral, plus maintenant d'ailleurs. Et j'ai changé ma façon de travailler avec l'argent en 35 ans, hein, puisqu'au début, j'ai fait un prix fixe parce que je ne voyais pas la différence entre le prix et la valeur. Donc ça m'a duré pendant au moins 5, 6 ans comme ça, 7 ans. Et puis après, j'ai commencé à comprendre la différence entre le prix et la valeur. Et donc j'ai fait des tarifs différents, je fais des catégories, 3, 4 catégories. Ça m'a duré 15 ans. Puis après, je me suis dit: «Oui, pourquoi 3, 4 catégories? Mais pourquoi je mets la limite là et pourquoi je change? Pourquoi je mets 3 catégories?» Et jusqu'à ce que j'en vienne à me dire: «Bah, il y a pas de raison, il y a autant de catégories qu'il y a de niveaux de vie». Et c'est là que j'ai fait des catégories beaucoup plus fluides en fonction de l'imposition des gens, niveau d'imposition. Et puis, parfois j'ai fait payer, parfois j'ai pas fait payer des séances absentes. Et pourquoi? Pourquoi? Bah, parce que ça n'avait pas le même sens pour chacun. Et avertissons les collègues, n'entrons pas dans des systèmes rigides. Les règles sont faites pour être transgressées pour le bien-être. Les règles sont au service de la vie et pas la vie au service des règles. Alors ça, on peut l'encadrer, ça fait partie du fronton de mes formations, et je vais le répéter exprès, les règles sont au service de la vie et la vie n'est pas au service des règles. L'éthique est au service de la vie n'est pas au service de l'éthique. On peut faire la même chose avec les principes. Et donc c'est important d'en avoir pour qu'ils soient transgressés. Pourquoi doivent-ils être transgressés? Parce que la vie est quelque chose de fluide et la vie n'est pas faite de catégories.
Vraiment, la vie est quelque chose de complexe dont nous ne connaissons pas tous les paramètres. Donc, ça n'aurait aucun sens de rigidifier les règles. Par contre, elles sont là pour être transgressées, elles donnent des points de repère. Donc ça, c'est fondamental, les points de repère, surtout pour des gens qui n'en ont pas ou les ont perdus parfois. Mais elles sont faites pour être transgressées afin que notre accompagnement soit à la carte, adapté à la personne unique qui est en face de nous. Et donc pour cette personne-là, cette séance où elle est absente, c'est important qu'elle ne la paye pas. Ce jour-là, alors pour la même personne, ça va être important qu'elle la paye à un autre moment parce que là, ça aura un sens. Et c'est ça, comment transgresser les règles qui sont posées. Et d'ailleurs, je n'appellerais même pas ça transgresser les règles, j'appellerais ça aménager des règles, humaniser des règles. C'est même pas de la transgression de règles, parce que la transgression de règles, j'enlève ce que j'ai dit, hein, c'est ne pas tenir compte d'une règle, provoquer une règle pour créer de la problématique relationnelle. Ça, c'est la transgression. Mais là, moi, j'appellerais ça humaniser une règle. Toutes les règles doivent être humanisées. Combien d'entre nous sont confrontés à des systèmes administratifs qui ne sont plus que des règles informatiques non humanisables? Alors, même pas transgressables, mais même pas humanisables. Ah, ben l'ordinateur a dit que vous entrez en telle catégorie. Ah, ben je n'y peux rien, c'est l'ordinateur qui a dit que. Voilà, ça y est, on est rentré dans des règles déshumanisées. Et nous, psychothérapeutes, on doit briser ça pour faire de toutes les règles des règles humanisables, de l'humanité dans la règle. La règle gère les frontières et les limites, donne des repères, génial, et notre intervention fait en sorte que ces règles soient humanisées. Donc qu'elles n'aient pas le même sens pour chacun et ne soient pas gérées de la même manière pour chacun, y compris dans le domaine de l'argent.